Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce lundi 27 février, jour de rentrée des classes, à l'image du monde de la Formule 1 qui, après 3 jours de test, va reprendre à Bahreïn ce week-end son passionnant feuilleton annuel. Notre Charles Leclerc va-t-il réussir à détrôner Max Verstappen, le champion du monde en titre? Lewis Hamilton retrouvera-t-il le chemin du succès? Le journaliste Eric Bilderman, spécialiste F1 à l'équipe, sera notre invité au cœur de notre grande page sportive marquée par la belle qualification de l'équipe de gymnastique pour les demi-finales du top 12. Et puis nous reviendrons sur la défaite de Monaco hier face à Nice lors du derby que nous avons suivi auprès des supporters des deux côtés du début jusqu'à la fin. Au sommaire de votre journal également, tout près de chez vous, une initiative dans l'air du temps, le Monacolect. Tous les détails pour déposer vos encombrants, petits ou grands, au début du mois de mars. Et puis retour sur le salon Magic qui a tenu toutes ses promesses après 4 ans d'absence. Invités de prestige, conférences, dédicaces, cosplay ou comment se mettre dans la peau d'une star de ciné ou de manga, ce sera notre Focus Info ce soir en fin de journal. Et on débute par la performance, je vous le disais, du week-end. L'Étoile de Monaco jouait sa place pour les demi-finales du top 12 de gymnastique. Une rencontre parfaitement maîtrisée par nos Monégasques qui ont honoré de la meilleure des manières la toute dernière compétition de Julien Gobot. Yannick Debever et Lionel Bernardi étaient sur place. Il avait annoncé sa retraite la saison passée avant de finalement se raviser pour revenir aider son club de cœur. Ce samedi, au gymnase Saint-Antoine, c'était bien la der des der pour Julien Gobot qui s'envole vers une nouvelle aventure, celle du Cirque du Soleil. Ému, c'est toujours difficile, on a fait ça toute notre vie. Jamais dire jamais, j'avais dit que j'arrêtais, je revenais. Voilà, comme j'ai dit, j'ai des nouveaux projets en cours et c'est un club que j'aime. J'ai fait 15 ans, un peu plus même dedans. Et voilà, donc ça me tenait à cœur d'être là, de finir à la maison. Bravo et merci, parce qu'il est exemplaire, il a fait une carrière, une énorme carrière. Et humainement, c'est un grand bonhomme. Donc je lui souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite pour la suite. Donc, voilà, bravo Julien et merci à toi pour tout ce que tu as fait. Et quelle dernière pour Julien puisqu'il a contribué à la qualification de l'Étoile de Monaco pour les demi-finales du top 12 en remportant ces 2 duels. Face aux nordistes de la Madeleine, les gymnastes rouges et blancs ont réalisé une rencontre quasi parfaite avec aucune erreur majeure et des mouvements bien assurés. À l'issue du saut de cheval, les 2 équipes sont à égalité et c'est véritablement sur le cheval d'Arçon que les Monégasques vont prendre le large avec 3 victoires sur 4 duels. Julien Gobot termine sa carrière monégasque à la barre fixe et une nouvelle victoire sur son adversaire. Ce sera finalement l'autre pilier de l'Étoile, Kevin Crovetto, qui assurera la victoire et la qualification de Monaco en demi-finale, pour laquelle ils se déplaceront à Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand a une très grosse équipe cette année, on le sait. Mais voilà, ça se joue au match, donc encore une fois. Et le format change un tout petit peu, c'est seulement 3 duels par agrès et les 6 agrès d'un coup. Donc voilà, donc après il faut être prêt, on a encore un mois pour se préparer sur toutes les échéances qui arrivent pour la saison. Et notamment cette demi-finale top 12 et voilà, il faut qu'on arrive à le gagner et aller sur la grosse finale et jouer le titre. Monaco est donc une nouvelle fois en course pour remporter son premier titre de champion de France. Il faudra pour cela écarter Noisy-le-Grand le 25 mars prochain. L'autre demi-finale sera 100% azuréenne avec Valoris face à Antibes. 3 jours d'essai, 3 jours de test pour la Formule 1 à Bahreïn avant le premier Grand Prix de la saison. Comment se sont comportés les principaux favoris? La Ferrari de Charles Leclerc est-elle bien née? Le pilote de la principauté déjà dans le tempo ou pas? Pour tirer les premiers enseignements de ces séances d'entraînement avant les premières grandes batailles du week-end, Eric Bilderman, grand spécialiste F1 du groupe L'équipe, est avec nous ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Eric Bilderman, 3 jours d'essai de Formule 1 et on a déjà quelques petites tendances avant le premier Grand Prix de la saison sur le circuit de Sakhir de Bahreïn. Oui, effectivement, les tests hivernaux, pour l'instant, accouchent d'une évidence, c'est que la Red Bull 2023 est aussi forte, si ce n'est plus équilibrée que celle de 2022. Il suffisait de voir le sourire de Max Verstappen à l'issue de ces 3 jours de tests hivernaux. Et derrière, gros progrès de la Ferrari qui semble s'imposer comme être l'outsider numéro 1 face à Red Bull. Ah mais ça nous fait plaisir, nous, parce qu'on attend le Grand Prix, bien sûr, hein, avec Charles Leclerc, et pourquoi pas enfin premier succès sur ces terres. Oui, absolument.
chose est sûre, c'est que les Ferrari vont remporter des courses cette saison, que Charles Leclerc est en position de force vis-à-vis de son coéquipier, tout simplement parce que, il a un peu plus d'expérience, des résultats qui plaisent en sa faveur, mais il y a aussi l'arrivée de Fred Vasseur. Il retrouve son ancien mentor. Une chose est sûre, c'est que l'association franco-monégasque au sein de la Scuderia Ferrari devrait mettre Charles en situation de pouvoir être au maximum de son potentiel. Ce que vous êtes en train de nous dire, Eric Benderman sort sur Monaco Info, c'est qu'à l'image de Red Bull, il y a un pilote numéro 1 chez Ferrari cette saison? Vous savez, Fred Vasseur est malin. Il ne va surtout pas, en début de saison, vous dire qu'il y a un pilote numéro 1. Il a bien spécifié que les résultats allaient décider. Quand on regarde le pédigré des deux et le passé des deux, on peut quand même supposer que Charles sera devant et que très rapidement, Fred Vasseur utilisera entre guillemets ce prétexte pour introniser Charles Leclerc. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Carlos Sainz, il y a son père. Et l'influence de Carlos Sainz senior et sa capacité de peser sur les décisions politiques d'une écurie est assez forte. 3 jours d'essais, de tests, est-ce qu'il y a quand même des enseignements? Vous l'avez dit, on voit bien que Red Bull est là, de toute façon, pour défendre ce titre, et ce double titre d'ailleurs de constructeur et de pilote. Mais est-ce qu'on ne cache pas un petit peu son jeu? Est-ce qu'on roule avec moins d'essence? Est-ce qu'on ne fait pas la bonne mesure? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On cache un peu, on joue à cache-cache ou pas? Ah oui, on joue à cache-cache. Alors, il y en a qui n'ont pas besoin de jouer à cache-cache comme Red Bull, parce que ils sont dominants, donc ils n'ont pas besoin de faire semblant d'un seul coup d'avoir perdu leur savoir-faire. Vous avez des équipes derrière qui sont en difficulté comme Mercedes. Alors tous les ans, on se dit Mercedes qui est en difficulté pendant les tests hivernaux joue à cache-cache, mais l'année dernière, on s'est aperçu que non, la W13 était mal née. Et comme la W14 n'est qu'une évolution de la W13, on a la sensation que Mercedes est en retrait par rapport aux deux équipes dominantes. Maintenant, si on parle de jeu de cache-cache, j'aurais juste envie de vous dire que deux équipes jouent un petit peu de ce côté-là. De manière positive, c'est Aston Martin. Aston Martin doit, j'imagine, oui, absolument, doit, j'imagine, rouler avec très peu d'essence, puisque leurs résultats chrono sont fantastiques et ils pourraient se proposer comme être la quatrième force du plateau, pardon. Mais une chose est sûre, c'est que de l'autre côté, Alpine semble lui avoir caché son jeu, c'est-à-dire d'avoir vraiment roulé avec des pleins d'essence en ayant fait des typologies de réglages très différentes. On a privilégié l'endurance et les tests par rapport à la performance. Donc, quid de la 4e place entre Aston Martin et Alpine. Alpine, ce qui est 100% française, hein, cette écurie cette année. Oui, effectivement, une écurie avec deux pilotes français, avec deux pilotes normands, avec deux pilotes avec la même expérience, le même palmarès. Ils ont tous les deux gagné un Grand Prix. Et puis, deux garçons qui se connaissent depuis l'âge de 6 ans, qui ont été très amis, qui ensuite se sont un petit peu brouillés, qui se retrouvent. Donc, l'alchimie, il va falloir la construire. Est-ce que ça sera un mélange étonnant ou un mélange détonnant? On va attendre sur la piste de voir comment les deux se comportent, parce qu'il y a deux questions. Un, y en a-t-il un qui va prendre le pas sur l'autre? Et deux, s'ils sont au même niveau, auront-ils la sagesse de travailler pour l'écurie plutôt que de se faire la guerre sur la piste? On a 23 fois à se poser la question pour avoir des réponses, c'est-à-dire 23 Grands Prix dans les saisons. Oui, vous l'avez dit, c'est un long feuilleton, une longue série. Et c'est peut-être grâce à cette série qu'on a vue sur Netflix, hein, arrivée depuis quelques années maintenant, Drive to Survive, que la Formule 1 fait un peu plus partie de nos vies sportives et même extra-sportives. On adore ce genre de feuilleton, de storytelling, comme vous le dites si bien. En fait, Netflix a eu le génie de ne pas s'intéresser uniquement aux vainqueurs et aux résultats sportifs, mais de s'intéresser à ce qui se passait sous les casques, c'est-à-dire de s'intéresser aux hommes et de s'intéresser aux 20 pilotes et aux chefs d'écurie et aux mécanos et à tout l'environnement social autour de la Formule 1. Et on s'aperçoit qu'il se passe des choses entre le 12e et le 14e, entre le 18e et le 20e, que le patron de Haas, Günther Steiner, est un personnage extraordinaire, que c'est quasiment un héros de la série Netflix, alors qu'il n'a été pendant les premières années de la série que le patron de la plus faible des écuries. Comme nous, vous avez certainement vu en France un sondage assez intéressant de nos amis d'Odoxa qui montre que allez, Max Verstappen est le mal-aimé. Ce n'est pas vraiment une surprise de par son caractère et peut-être sa froideur. On aime beaucoup notre Charles Leclerc national, mais celui qui arrive en tête des suffrages, c'est Lewis Hamilton qui n'a pas gagné un seul Grand Prix la saison dernière. Oui, en fait, je crois que le monde du sport aime les outsiders, aime les paradoxes. Pendant des années, Lewis Hamilton a été dominant et on s'ennuyait un peu chaque saison en disant encore Mercedes, encore Hamilton.
Là, on a vu arriver Max Verstappen et déjà après 2 saisons, au-delà de sa personnalité, au-delà du fait qu'en 2021, son titre a été jugé comme scélérat, puisqu'il y a eu une faute d'interprétation du règlement qui lui a permis sur le dernier Grand Prix, dans le dernier tour, de prendre le meilleur sur Lewis Hamilton. Une chose est claire, c'est que Lewis Hamilton devient à nouveau le chouchou du public, parce que c'est celui qui peut détrôner le roi. Il suffit qu'il redevienne roi 1 ou 2 années supplémentaires, et à nouveau le public voudra du Verstappen, voudra du Leclerc, voudra du Ocon. C'est vieux comme la Mupmain. Merci Eric Bilderman. Au plaisir de se retrouver au bord du circuit de Monaco, notamment pour une longue saison en 23 épisodes, vous l'avez dit. Merci. Football et une semaine empreinte de déception pour l'AS Monaco FC. Après l'élimination jeudi soir en Ligue Europa, les Monégasques ont subi hier après-midi la loi des Aiglons, des Niçois vainqueurs du derby azuréen, 3-0. Yannick Debever et Arnaud Humbert ont suivi la rencontre au plus près des supporters des deux côtés, avec cette montée en puissance d'avant-grand match jusqu'à la désillusion monégasque. Ils étaient venus déterminés à chanter toute la soirée. Les supporters niçois ont animé les abords du stade Louis II pour pousser leur équipe dans un derby qui s'annonçait alléchant, vu la dynamique des deux équipes. Bon, à part un faux pas de Monaco en Coupe d'Europe, mais ils sont impressionnants en ce moment. Nice aura l'avantage de s'être reposé cette semaine, mais c'est un beau derby en l'occurrence. Malgré l'impressionnant cortège rouge et noir avant la rencontre, tous les supporters monégasques étaient unanimes. Mais on va gagner, qu'est-ce que vous dites? Monsieur, il a dit un match nul. On va gagner. Nous, on gagne combien? Nous, combien? 3-1. Moi, je mets comme ça, Paris. Comme Paris. Un derby, surtout à Louis II, il faut surtout pas le perdre. Victoire monégasque à tout prix. 2-0 pour l'AS Monaco, comme chaque année. J'espère que Monaco va gagner contre l'OGC Nice et qu'on fera respecter la suprématie des rouges et blancs sur nos meilleurs ennemis niçois. Manque de réussite, tout ne s'est pas passé comme prévu pour les Monégasques qui s'inclinent lourdement et logiquement 3-0. À la sortie du stade, les sourires d'avant-match ont laissé place aux grimaces et aux chambrages. Oh, et 1, et 2, voilà, et 3, 0. Terrain, il est là ou pas? Viva Nice! Vous méritez de gagner. C'est gentil. Mon fils, je t'aime. On s'est fait laver. On est trop triste. Et ils ont été supérieurs de A à Z, franchement, voilà quoi. Finalement, ils perdent le match sans avoir trop d'occasions non plus, sans avoir joué, on a l'impression. Honnêtement, c'est très dommage, mais bon, allez Monaco et on continue. Champion de Ligue 1, il n'y a pas de souci. De toute façon, dans le foot, tout va très vite, donc j'ai vraiment aucun souci pour cette équipe. Oui, avant de rêver de ce titre, évidemment, il faudra déjà s'imposer à 3 dimanche prochain pour continuer la course au podium. Monaco, après 25 journées, est aujourd'hui 3e du championnat, à égalité de points avec Lens, 50, 2 unités simplement derrière l'OM et à 10 points tout de même du Paris Saint-Germain. Placé sous le patronage de la princesse Stéphanie depuis 2 ans, en partenariat avec la direction de l'aménagement urbain et la mairie, la SMA organise le Monacolect. En quoi consiste cet événement qui se tiendra les 3 et 4 mars prochains sur la partie nord du port Hercule? La réponse avec Thierry Francard, le directeur des ressources humaines à la SMA. Sur la partie nord de l'esplanade du port Hercule, chacun peut venir et se défaire donc d'objets encore en bon usage qu'il souhaite donner à des associations ou des déchets qui ne sont pas directement destinés aux bacs classiques gris, jaune et vert. Les objets encore en bon état sont donnés aux associations qui les réutilisent. Donc il y a la Croix-Rouge, les Amis du Liban, Semeurs d'Espoir, etc. Il y aura donc nos filières de traitement qui montreront ce que deviennent les déchets une fois qu'ils sont collectés par nous et amenés dans les exutoires. Il y aura également des sensibilisations par des associations. On peut également citer comme animation une pièce de théâtre, Ratatouille Rhapsody, qui sensibilisera au gaspillage alimentaire. Il y aura un escape game auquel il faut s'inscrire pour participer et qui permettra de simuler donc un escape game pour participer au tri et à la réduction des déchets. Et également sur place, sur l'événement, la mairie avec son Repair Café qui pour une fois sera hors les murs et présent sur Monacolect. Propos recueillis par Christine Datomel. Et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de la SMA, sma.mc, où vous saurez tout sur ces 2 grandes journées. Sachez aussi que tout a été fait pour vous faciliter l'accès. Un dépose minute a été mis en place pour vous accueillir de façon
sécurisé afin que vous puissiez déposer vos objets, encombrants ou non, et que ce soit à pied ou en voiture. Le port Hercule qui, pendant la saison hivernale, vous le savez, en profite pour se refaire une beauté cachée. Pour en savoir plus sur le travail des plongeurs de la Société d'exploitation des ports de Monaco, chargée du nettoyage des lieux, voici le reportage de Vanessa Dessy. C'est une opération qui contribue à la protection et la préservation des écosystèmes sous-marins. Le nettoyage des ports permet de remonter à la surface des quantités excessives de matières polluantes et de déchets tels que des débris, des équipements, des matériaux et même des produits chimiques. Chaque année, environ 5 tonnes sont ramenées à la surface. On intervient avec des bateaux, avec des plongeurs et avec des petites barges, des bargettes, dans lesquelles on va avoir une équipe qui est au fond, qui ramasse dans des sacs ou dans des contenants un peu plus grands, qui ramasse les déchets qu'ils trouvent au fond. Et ensuite, c'est stocké sur le bateau, puis amené à terre en décharge contrôlée, donc avec un suivi des déchets. Sur une équipe, on est 4 ou 5. Plus des engins de manutention pour sortir les éléments de l'eau. Et puis ensuite, on multiplie par un nombre de jours de travail qui est dépendant effectivement de l'investissement. Depuis sa création, la Société d'exploitation des ports oriente ses actions en faveur d'une gestion environnementale. Certifié port propre depuis 2011 et port propre actif en biodiversité depuis 2020, son plan d'action est bien défini. On a une équipe environnement qui est là au quotidien sur le port Hercule et Fontvieille qui est dédiée au nettoyage des quais et du plan d'eau. Et on a des actions périodiques comme le nettoyage des fonds marins qui est effectué toute la semaine. Une opération indispensable pour assainir le plan d'eau. On voit bien les résultats qui sont très positifs. Tous les ans, on fait un bilan avec la société ProDive et c'est elle qui définit les zones les plus encombrées. Et on passe de zone en zone chaque année. D'année en année, le constat semble positif car la quantité de déchets est en baisse grâce à une prise de conscience générale et une sensibilisation active en principauté. Le salon Magic a fait son grand retour au Grimaldi Forum. La toute dernière édition avait eu lieu en 2019. De nombreuses personnalités se sont succédées à l'image de Thomas Pesquet qui était avec nous vendredi soir, l'invité de Monaco Info. Ce soir, votre Focus Info revient sur les temps forts de cette 6e édition. Ce Focus Info est signé Sandrine Nègre et Jean-Alexandre Dordet. Le Japon à Monaco, véritable immersion dans la pop culture, cette 6e édition du Monaco Anime Game International Conferences, autrement dit Magic, a réuni des passionnés, toutes générations confondues, cosplay, manga, comics, jeux vidéo, dessins animés, films, dédicaces, rencontres, tables rondes, des amateurs de Harry Potter à ceux de Final Fantasy en passant par Olive et Tom, impossible de ne pas trouver son bonheur. 題材がサッカーという世界で一番ポピュラーなスポーツということもありますし、それとやっぱり僕が生み出した翼くんだったり日向だったり美咲くんだったりというキャラクターたちが世界中の皆さんに愛され続けているからこそ見ていただけているのかなと思います。最初のアイデアは意外と僕がハワイでサーフィンするんですけど、そこで波が来るのを待ってゆらゆら揺れてる時が一番意外とアイデア浮かぶことが多くて、なんていうのかそういう半覚醒、半分目覚めてるような状態はやっぱりなんか浮かぶって言いますよね。Magic entendait aussi montrer tout le travail nécessaire pour se faire un nom dans la pop culture. Au programme notamment un concours de manga et la présence de William Simpson de l'équipe de Game of Thrones en tant que storyboarder. Autre terme clé du lexique de cette pop culture, le cosplay. Pour ceux qui ne le sauraient pas, cela signifie déguisement. Un concours était proposé, là encore, de véritables passionnés se sont succédés sur scène. Nous avons pu rencontrer la gagnante. I got invited for this competition. I've never been to Monaco and it's been a lot of years since I've done competition. I do now professional cosplay, so it's my full-time job. And it's been a long time and I just wanted to try it. And Monaco, I heard so many good things about it, so I was like, let's go!
Croiser les univers, un objectif avoué du Salon Magic. La preuve à travers les présences de l'astronaute Thomas Pesquet ou du basketteur Ronny Turiaf que vous avez pu entendre sur Monaco Info. Des personnalités qui n'ont pas manqué de rappeler qu'elles avaient dans leur jeunesse suivi plusieurs des mangas proposés par le Club Dorothée. Il y avait Dragon Ball Z, les Chevaliers Zodiac, Bioman, enfin tout ça quoi. J'aime beaucoup le Salon Magic, c'est pas la première fois que je le fais, c'est la 3e fois. C'est un peu mon univers, la pop culture, parce que je viens du rock, je viens des mangas, donc voilà, je me sens très à l'aise. Vous l'aurez compris, Magic a su s'imposer en quelques années à peine comme un rendez-vous incontournable. La première édition avait eu lieu en 2015. On voulait revenir avec un format encore plus développé, donc évidemment parler du spatial avec la pop culture, parler du sport avec la pop culture, tout ça c'est hyper important parce que finalement la pop culture elle est partout, on ne parle pas que de jeux vidéo, de manga, la pop culture c'est tout ce qui est culte, c'est le soft power et comme je le dis tout le temps, Monaco a toute sa place dans le soft power. Magic qui n'a pas manqué non plus de rendre hommage à 2 artistes, Kazuki Takahashi, créateur de Yu-Gi-Oh! Et Leiji Matsumoto, créateur d'Albator, qui lui est décédé malheureusement, hasard du calendrier, quelques jours à peine avant cette édition 2023. Il fait pas très chaud en ce moment, c'est vrai. Voici votre météo de ces prochaines heures. C'est avec vous, Yannick de Bever. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Pas d'amélioration en vue concernant la météo en principauté. Ce mardi, il fera frais, pluvieux et venteux. Pas la meilleure des journées donc, le thermomètre ne dépassera pas 10 degrés. Pour ce dernier jour du mois de février, les Romains seront à l'honneur. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour. On évoquait il y a quelques instants, en début de journal, le grand retour de la Formule 1 avec en ligne de mire notre Grand Prix de Monaco le 28 mai prochain. Et pour se mettre d'ores et déjà dans l'ambiance de cet événement hors norme, hors du commun, petite collection de photos signée Michael Alésit. On se retrouve demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.